Ouais. Bonsoir, bonsoir Nasser. Bon, je suis désolé de rester un peu comme ça. Je vais pas mettre de son parce que tout à l'heure j'ai mis du son par l'intermédiaire de la radio et ça a failli bloquer la vidéo. Ça a bloqué la vidéo. Donc on va rester un peu comme ça, 2 minutes. Et après on va commencer. Bonsoir Laouia. Bon, je commence dans 1 minute. Hein. Oui, alors on va pas tarder. Non, il n'y a rien d'extraordinaire à Laouia. C'est pas la première fois que je fais un direct. Donc pourquoi il faudrait qu'il y ait des choses. Si, il y a des choses qui se sont passées, mais rien de très personnel. Mais oui, mais c'est le sujet de la vidéo. Ce sont les images que j'ai vues au Maroc aujourd'hui. Je sais pas. Oui, c'est aujourd'hui. Oui. Ce sont les images que j'ai vues au Maroc aujourd'hui. Des frères noirs africains dans leur tentative d'arriver en Europe, dans leur migration, hein, parce que le Maroc est un pays de transit dans leur migration, dans leur tentative d'entrer en territoire européen. Ils ont été arrêtés. Et les images qu'on a vues, ce sont des images qui ont quand même heurté tous ceux qui ont une conscience collective africaine. De voir des frères africains ligotés tels les esclaves qui partaient en Amérique ou ceux qui partaient dans le monde arabo-musulman. Hein, parce que je le répète et je le répéterai encore, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu 2 traites. Il y a la traite transatlantique
qui avait comme point de départ Gorée et Cap Côte, je sais pas quoi, au Ghana. Et puis tu avais ceux qui partaient dans le monde arabo-musulman. C'est une traite qui a duré longtemps, qui a fait beaucoup plus de victimes que la traite transatlantique, et qui partait par exemple de Zanzibar, voilà, dans le côte est. Le côte est, c'est là-bas où ils partaient. Donc l'est pour la traite arabo-musulmane, et l'ouest pour la traite transatlantique. Donc ces images-là, vous pouvez les retrouver sur le réseau. Ce sont des frères, des jeunes frères africains qui sont ligotés tels des animaux, mis par terre en public. Les gens entourent, c'est un grand espace, hein. Et puis on venait les ligoter comme ça, on les allongeait par terre. Ils sont tous allongés comme ça. Ils sont à peu près, on peut compter 300 quoi. Et t'avais les policiers autour, les Marocains autour, et avec une violence, une brutalité qui a des relents, d'esclavagisme, qui a des relents de racisme. Ce racisme que j'ai toujours dénoncé, que j'avais dénoncé une fois dans une conférence qui réunissait Houria Boutelja des indigènes de la République et Soumaro, une professeure de je sais plus quoi là, une noire comme nous, et qui avait fait une émission sur Ce soir ou jamais, dans laquelle elles n'ont pas aimé le traitement qu'elles avaient subi, et qui avait décidé de faire cette conférence à Paris pour dénoncer le déroulement de cette émission sur France 2 ou France 3. Et j'étais parti là-bas, et dans leur discours d'appeler à l'union des Arabes maghrébins et des Noirs en France qui subissent le racisme en France pour lutter contre ce qu'ils appellent le racisme structurel, institutionnel. Dans cette réunion, ils avaient reçu une unanimité d'accord. Tout le public était d'accord là-dessus. J'ai eu le culot de me lever. Je pense que je mettrai les extraits ici. J'étais le seul à me lever pour aller prendre le micro et dire, moi je suis pas d'accord avec votre appel d'union. Parce que qu'on le veuille ou non, on a tous nos pays d'origine. On est tous attachés à nos pays d'origine, malgré la violence que ces pays nous font subir, nous qui sommes à l'extérieur. On est tous attachés à nos pays d'origine. Et vous aussi, en tant que Maghrébin qui est né en France ou qui avait immigré ici, vous êtes attachés à vos pays d'origine qui sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc. Et ce qui se passe dans ces pays-là, en termes de racisme et de traitement des Noirs en transit, parce que il faut savoir que la plupart des Noirs qui sont au Maroc, en Tunisie, ils y vont soit pour aller faire des études, soit de passage pour venir en Occident, en Europe. Ils sont pas partis là-bas pour aller s'installer. Donc, certains vont vivoter, ils arrivent sans budget parce que leur budget, ils l'ont dépensé dans leur parcours depuis leur pays, traverser le désert jusqu'à monter là-haut. Et puis, ils vont rester là-bas, travailler dans des chantiers. Souvent, ils sont pas payés, ils peuvent pas réclamer leur salaire pour pouvoir amasser le budget nécessaire pour pouvoir traverser la Méditerranée. Il y a d'autres qui ont le budget comme les Comoriens, hein, parce qu'ils ont la diaspora ici qui leur envoie. Hein. Mais d'autres Comoriens, rappelez-vous comment on se moquait, les Comoriens, comment ils se moquaient des frères africains qui prenaient les pirogues qui traversaient la Méditerranée. Je me rappelle comment on les prenait de haut. Et aujourd'hui, les Comoriens font pareil. Ils prennent des barques. C'est ce qu'on disait sur le dernier extrait que j'ai mis sur la page avec mon frère Abdelmalik. Quand on disait que, en fait, les Comores, c'est un pays comme les autres. Nous sommes un peuple comme les autres. Nous faisons partie du monde. Donc, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Quand vous avez une jeunesse qui ne voit
pas de perspective. Une jeunesse qui erre. Une jeunesse qui est diplômée, qui n'a pas de perspective d'emploi. De perspective d'emploi. Une jeunesse qui n'a pas de revenus. Et d'autres qui sont pas formés, qui sont là en train d'errer dans les bangoués, dans les je sais pas quoi, avec Internet qui arrive, avec l'envie de consommer, le consumérisme mondial qui frappe partout. Ah ben, le consumérisme frappe aussi les jeunes Comoriens qui sont sur place. À un moment donné, on finira comme ailleurs, hein. On finira comme Haïti. Des gens seront pris en otage. On va demander des rançons. Et de plus en plus, on le voit. Et je me rappelle la dernière fois qu'on avait mis l'extrait, que j'avais mis l'extrait qu'on avait fait sur notre page Kalitijale. Il y a quelqu'un qui était venu commenter et qui disait arrêtez de grossir cette histoire de coupeur de route. Parce que j'avais mis l'extrait, c'était même avant qu'il y ait le coupeur de route. Hein. Mais quand il y a eu le coupeur de route, j'ai mis l'extrait. En disant l'extrait dans lequel on disait attention, avec cette absence de perspective pour cette jeunesse consumériste, on arrive tout droit. On disait, dans cet extrait, on dit, écoutez le rap, comment on rappe aujourd'hui. La gestuelle, c'est des pistolets. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez les paroles du rap, c'est pas le rap de Cheikh MC à l'ancienne. C'est les jeunes rappeurs d'aujourd'hui, même si ils ne sont pas encore passés à l'acte, ils ont un vocabulaire violent. Un vocabulaire qui est dans la logique consumériste. Donc, sans perspective, d'accord? C'est comme à Marseille, sans perspective, tu tombes dans la drogue parce qu'il faut que tu aies des revenus, il faut que tu jouisses de la vie comme tout le monde. Quand t'as pas de sous, tu meurs. Ben, ce qui se passe comment quand t'as pas de sous, comme partout, aujourd'hui, tu crèves. Tu crèves. D'accord? Donc, à un moment donné, quand tu crèves, tu prends un pistolet et tu vas braquer. Il y aura des prises malheureusement, hein, c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, mais ça va arriver si rien ne change. Ça va arriver. On est comme tout le monde. On prend des barques pour aller à Mayotte. On prend des barques du Maroc vers ici, hein, là où on se moquait des frères africains du continent. On fait pareil. Eh ben, les mêmes crimes qui sont les conséquences des mêmes causes vont arriver aux Comores si rien ne change. D'accord? Et pire, c'est que les bourgeois, ceux qui ont des moyens qui sont là-bas, qui ont les murs, les maisons entourées, ok, avec les murs, les portails, les 4x4, qui font subir cette violence symbolique, parce que c'est une violence symbolique. Hein? C'est une violence symbolique, le fait que tu aies ton 4x4, que tu roules climatisé, que tu aies une grande maison. Les autres, ils sont dans une maison en tôle, juste à côté, qui voient comment tu jouis de la vie avec tes enfants et ta femme. Peut-être que tu mérites ce que tu as, hein, mais n'empêche, c'est une violence symbolique que tu fais subir sur les pauvres qui sont à côté, qui est la majorité. Eh ben, qui pensent que ils s'en foutent, qu'ils n'ont pas à lutter pour que les choses changent parce qu'ils vivent bien, eh ben, ce sont eux les premiers qui vont subir les conséquences de ces causes-là. Parce que quand on va braquer, on va pas braquer des pauvres. On va braquer des gens riches, des gens qui ont les moyens, des gens qui ont des maisons, des gens qui ont des 4x4, des gens qui ont la possibilité de sortir des rançons. Eh ben, cette bourgeoisie-là qui nargue un peu les pauvres, ce sont les premiers qui vont payer le prix de la non-perspective qu'on offre à la jeunesse comorienne. Donc, ça sera les ministres, ça sera les gens qui travaillent dans les organisations internationales qui sont là-bas, qui ont un revenu, les fonctionnaires un peu haut placés, qui ont des revenus. Ce sont les grands commerçants, hein, les grands commerçants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui ont le monopole, hein, parce que souvent là-bas, pour être commerçant et avoir des bons revenus, avoir une activité économique là-bas, c'est ce que je disais une fois dans une vidéo. Le problème chez nous, c'est que pour avoir une activité économique rentable, il faut avoir un monopole. Oui, il faut avoir un monopole. C'est le cas de Nassib, c'est le cas de qui? De celui qui importe la viande là, je sais pas qui. C'est le cas parce que la population est moindre. Donc, pour que tu puisses avoir
Un vrai revenu, être véritablement riche, c'est que tu as le monopole. C'est que tu as le monopole du marché. Bon, bref, mais ça, c'est notre débat sur l'économie. Donc, ce sont eux qui vont payer. Ce sont eux les premiers qui vont payer. Et donc, ce que je disais... Attendez, je vais démarrer la voiture. Donc, ce que je disais, c'est que ce sont eux qui vont payer le prix de ce manque de perspective de la jeunesse comorienne. Mais pour revenir au sujet, on est dans le sujet, c'est un sujet qui relie tout. De nos frères qu'on voit, qu'on a vu au Maroc ligotés par terre, comme au temps de l'esclavage. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Il y a le premier angle qui est évident. En fait, je parle de ça parce que je peux pas ne pas en parler quand j'ai vu ce qui s'est passé, étant donné que j'ai consacré un livre, c'est mon premier roman, qui parle que de ça, qui parle des migrants. J'ai pris l'initiative de me documenter et d'écrire ce roman qui parle des migrants. Hein? C'est-à-dire que ce sont deux personnages, deux jeunes qui partent du Mali et des Comores et qui vont essayer de joindre l'Europe en passant par le Maghreb. Il y en a un qui va faire la traversée habituelle de tous les migrants subsahariens et le Comorien qui va passer par l'Égypte, demander un visa pour rentrer au Maroc ou d'étudiant et qui va rester là-bas et essayer une tentative pour rentrer ici. Leurs destins vont se croiser et voilà. Mais celui qui veut connaître l'histoire, il n'a qu'à aller acheter le livre. Il est à 17 € chez Comédit ou sinon sur le site de l'Harmattan. La FNAC aussi, mais je vous conseille le site de l'Harmattan, c'est un peu plus rapide pour la livraison. Donc, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Donc, quand on voit ça, les premiers coupables, c'est qui? Les premiers coupables, c'est évident, ce sont les responsables politiques dont je parlais tantôt, là, qui n'offrent aucune perspective à la jeunesse, parce que c'est plutôt des jeunes qui partent, à cette jeunesse, qui part à Mayotte, qui part par le Maroc, qui traverse la Méditerranée. D'autant plus que nous avons des pays assez riches en matières premières, en richesse minière. La faune est assez riche. On a tout ce qu'il faut. Même la température pour le tourisme, on a tout ce qu'il faut dans nos pays pour pouvoir s'en sortir et retenir notre jeunesse. Mais malheureusement, quand on a des responsables politiques qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur famille, à venir acheter des villas ici en Occident, eh bien effectivement c'est difficile d'avoir des perspectives quand on est jeune dans ces pays-là. Bon, si on poursuit un peu, si on pousse l'argumentaire, parce que moi j'aime bien aller pousser l'argumentaire par rapport à ces premiers coupables, on peut aussi se poser la question, pourquoi il n'y a qu'en Afrique? Pourquoi il y a qu'aux Comores, hein? Parce que Comores c'est aussi en Afrique, mais je suis comorien. Pourquoi il n'y a qu'en Afrique? Pourquoi il n'y a qu'aux Comores où nous pondons, nous mettons au monde des responsables politiques qui se laissent corrompre? Parce que moi je veux bien qu'on dise oui, c'est l'Occident qui exploite l'Afrique, c'est l'Occident qui exploite les Comores, pour parler des Comores. C'est la France Afrique, c'est le visa Balladur, c'est la France Afrique. Mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, moi, d'un point de vue cynique, je dirais, moi j'admire les Occidentaux. Parce que eux, au moins, ils vont piller les autres pour assurer un avenir à leur peuple. Ils vont piller au Niger l'uranium du Niger pour pouvoir assurer à travers l'énergie atomique, les centrales nucléaires, pour pouvoir assurer une pérennité d'électricité à leurs concitoyens. Donc il y a quelque part, dans ce vol, dans ce pillage des autres, il y a quand même la volonté, la volonté de pouvoir assurer un avenir à leur peuple. Donc oui, bien sûr que je condamne ce pillage. Mais pourquoi les Européens vont piller chez nous pour assurer un avenir à leur peuple,
Par exemple, à travers l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire le pillage de l'uranium du Niger pour assurer la pérennité de l'atome ici et assurer l'énergie nucléaire et l'électricité en France. Pourquoi eux, pourquoi ce pays, ce peuple, pond des responsables politiques qui vont piller ailleurs pour assurer, l'avenir des leurs. Nous mettons au monde des responsables, c'est-à-dire notre peuple, mettons au monde des responsables politiques en majorité, en grande majorité. Je dis en grande majorité parce qu'il y a eu quelques exceptions. Les Sankara, les Lumumba et Ali Swali, pour ne citer que. Pourquoi nous ne mettons au monde que des responsables politiques corruptibles, qui acceptent d'être corrompus par ces pilleurs? Voyez-vous? Parce que moi, je peux tomber dans la facilité. C'est une facilité parce que c'est de notoriété publique que l'Occident pille l'Afrique. Mais une fois qu'on a dit ça, l'Occident va arrêter de piller l'Afrique. Mais non, l'Occident ne peut pas arrêter de piller l'Afrique parce que nous passons notre temps à crier « Oui, 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 vous pillez l'Afrique, vous pillez l'Afrique ». C'est un rapport de force. Hein? Rome a pillé les barbares pour assurer la pérennité des citoyens romains. C'est comme ça que Rome faisait. Il élargissait son pouvoir partout aux limites de ceux qu'ils appelaient les barbares. D'accord? Pour assurer des impôts, du pillage. Là, c'est du pillage. Qu'ils renvoyaient où? À Rome. L'État islamique avec les califats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils pillaient, ok? Et ils envoyaient la richesse ce qu'ils prenaient chez les koufars ou dans les endroits où ils allaient, dans les endroits où ils faisaient la guerre, ils envoyaient tout ce qu'ils trouvaient à Médine pour assurer la vie des Médinois et des Mécois. Pareil. Donc, les grands empires, que ce soit l'empire islamique, que ce soit l'empire romain, que ce soit le perse, ok? Que ce soit tous ces gens-là, ce sont des gens qui vont piller pour assurer la pérennité de leur peuple. Donc, limite, je me dis, mais pourquoi eux, ils font ça pour assurer la pérennité de leur peuple? Nous, on a des responsables politiques qui ne font que se corrompre. Pourquoi? Il faudrait peut-être s'interroger sur nous-mêmes. Pourquoi nous ne faisons qu'avoir des responsables politiques comme ça? Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut Bakar Mounimkou, que tu dis quoi? Il faut admirer aussi les voleurs qui ont tué cette dame anjouanaise de Moutsamoudou, c'est la même logique. Mais va écouter le début de ce que je viens de dire et arrête de dire des conneries. Et je n'admire pas les Occidentaux. Je dis que eux, au moins, quand ils vont piller, ok, ils vont piller pour assurer la pérennité de leur peuple. Je suis pas en train d'admirer. Ok? Donc, mais si tu veux réduire si tu veux réduire le propos, si c'est très complexe pour toi, ça, c'est pas mon souci. Donc, maintenant, ça, c'est les premiers responsables, les premiers coupables. D'accord? Ce sont nos responsables politiques qui, au lieu d'exploiter nos richesses, se laissent corrompre, ne défendent pas les intérêts du peuple vis-à-vis des ogres occidentaux qui ne demandent qu'à mettre la main dessus pour pouvoir assurer la pérennité et l'aisance de leur peuple à eux. Et donc, il faut s'interroger en termes culturels, en termes de priorité, en termes d'éducation, si chez nous, on ne rate pas quelque chose qui fait que finalement, on choisit toujours les connards, on choisit toujours les pilleurs, on choisit toujours les corrompus, on choisit toujours et on ne veut jamais écouter ceux qui tiennent un discours qui est susceptible de conduire le peuple vers quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus constructif. Il faut s'interroger là-dessus. Et c'est ce que moi je voudrais un jour dire à Kémy Séba. Parce que moi, Kémy Séba, moi je l'admire, hein, le combat qu'il mène.
Mais j'ai envie de lui dire, tu es en train de dénoncer des préfets en Afrique, les Macky Sall, et tant d'autres qui sont en Afrique. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question sur pourquoi ces peuples-là ne font que conduire au pouvoir? Alors on va me dire, oh mais c'est pas le peuple qui les choisit. Mais je suis désolé. Je peux vous donner deux exemples de gens qui ont été élus démocratiquement chez nous. C'est pour ne citer que Taki Abdul Karim, Ahmed Abdallah Sambi, deux présidents qui ont été élus sur des critères qui ne relèvent aucunement de la compétence ni de la perspective qu'ils donnaient. C'était pas crédible. Ils ont été élus sur des priorités qui sont la religion, qui sont la grande notabilité. Pour Taki, la tradition. Rien. Celui qui était un peu plus solide, un peu plus patriote, celui qu'on voyait qui avait peut-être quelque chose. Et en plus, le peuple était unanime sur ce personnage. C'est-à-dire Seydi Ali Kemal. Hein? Les quelques fois où il a été nommé, on a vu un peu. D'accord? Mais celui-là, il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Donc, il faut s'interroger. Pourquoi on met toujours en avant les perfides, mais jamais ceux qui sont capables de conduire nos pays vers quelque chose d'un peu plus émergent. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire à Kémy Séba. Il faudrait taper sur ses préfets, mais aussi se retourner vers le peuple et lui dire, mais cher peuple, il faut qu'on se regarde en face. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et puis, ces images montrent quelque part ces relents de racisme qui sont encore au Maghreb. Ce que je disais à Khouria Bouteldia lors de cette réunion à Paris, où je lui disais, mais Khouria Bouteldia, moi je ne peux pas me solidariser avec toi, avec les autres Maghrébins qui sont ici, parce que non seulement ici, il suffit juste qu'il y ait une petite tension et vlam, on entend le racisme primaire, hein, hérité d'une culture historique qui a toujours vu les Noirs comme des êtres inférieurs, que vous avez hérité. Hein? Il n'y a qu'à voir la vidéo de, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo du mec qui était au restaurant, qui insultait la Noire en haut, là, à l'étage, qui lui disait, oui, on vous a tous mis en esclavage pendant des, je sais pas quoi, des siècles et des siècles, ou je sais pas quoi. Il suffit de rien du tout pour que la véritable, cet héritage culturel refasse surface. Voilà. Donc, ce sont des relents de cet esclavage arabo-musulman, d'accord, qui fait qu'on a traité nos frères comme ça. Les autorités marocaines, ils ont le droit d'arrêter des gens qui sont en situation d'irrégularité dans leur pays. Mais il y a des façons de les arrêter. C'est pas en les attachant avec des ficelles, par terre comme ça, plus de 300. Ce qui relevait de cette image, c'est bande d'esclaves. Hein? Bande d'esclaves, en fait. C'est ce qui ressortait de ça. Sans parler de tout ce que subissent les Noirs les Noirs qui... Je ne dis pas que tous les Maghrébins sont racistes. Je dis il y a un héritage culturel esclavagiste que beaucoup de Maghrébins véhiculent à travers leurs verbes, leur comportement et la façon et le regard qu'ils posent sur les Noirs subsahariens qui sont là-bas et même aussi ici. Et c'est ce que je disais à Khouria Bouteldia en lui disant non. Tant que je ne vous entendrai pas dénoncer ces comportements racistes qui se passent dans vos pays d'origine, n'entendrai pas faire ça, ben je suis désolé, je ne veux pas m'associer à votre démarche. Deuxième responsable, deuxième coupable de cette immigration qui voit nos frères périr dans la Méditerranée et aussi entre Anjouan et Mayotte. Les deuxièmes responsables, je suis désolé, c'est aussi la diaspora. La diaspora qui ment, la diaspora menteuse.
la diaspora menteuse qui ment sur sa situation, qui va vendre des images loin de sa vie ici en Occident. Alors, je ne dis pas que cette diaspora qui travaille, qui sue ici, qui se lève à 5 heures du matin et qui revient à 19 heures, et d'autres qui se lèvent à 3 heures, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que cette diaspora, une fois au pays, n'a pas le droit de profiter de ses vacances. Vous avez le droit de profiter des vacances. Vous avez le droit d'aller à la plage. Vous avez le droit d'aller au restaurant pendant cette parenthèse, hein, dans laquelle vous pouvez souffler. Vous avez le droit. Mais ne mentez pas sur votre vie en Occident. Ne mentez pas. Parce qu'en fait, non seulement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est vicieux, en fait. Vous allez là-bas, vous menez un train de vie. Alors, le problème, c'est que vous ne dites pas, oui, là, j'ai économisé toute une année, je viens en vacances, mais là-bas, je mène une vie difficile. Mais vous faites passer pour des gens qui mènent une vie extraordinaire en Occident. Et une fois là-bas, vous dites pas les choses à vos petits frères. Vous dites pas les choses. Ah, Taki n'a jamais été un conservateur. Et pourtant, il a été soutenu que par comment dire, par les gardiens de la tradition, c'est-à-dire les grands notables. Hein. Voilà, moi je me rappelais des Makombe Maele quand ils passaient dans les villages, comment on égorgeait les moutons et les chèvres parce que monsieur passait là-bas. Bon bref, il n'y a qu'à voir sa tenue de président, hein. C'est le turban typique de celui qui va faire le grand mariage et son dagla quoi. Donc je me dis que c'est pas un traditionnaliste, je sais pas, voilà. Donc, si Taki n'était pas un traditionnaliste, alors là... Bon, donc, quand vous allez là-bas, vous vendez une image qui n'est pas la bonne. Vous allez là-bas, le temps de 3 semaines, limite, oui, on continue la belle vie qu'on mène en France, et etc., etc. Et ce qui fait que, alors il y en a qui vont rouler ici en métro toute leur vie, une fois là-bas, c'est 4x4, le temps de 3 semaines, hein, c'est 4x4, limite t'as honte quand tu vas là-bas, toi, et que tu prends le taxi. Ah mais je viens, tu es ici, tu prends un taxi? Tiens, tu marches à pied? Mais c'est pas possible. Ah oui, je suis là que 3 semaines en fait. Je sais pas pourquoi je vais acheter une grosse voiture. Comment je vais acheter une grosse voiture, laisser là, sauf si je l'achète pour donner cadeau à quelqu'un qui est là. Qu'est-ce que je vais faire avec une grosse voiture, sachant que je vais ici qu'une fois tous les 3 ans? Alors quelqu'un qui y va tous les 6 mois, peut-être. Mais quelqu'un qui y va que tous les 3 ans, ou une fois par an, bon, je sais pas moi. Voilà. Et donc gros 4x4, ça dilapide l'argent comme si ils étaient des millionnaires. Comment voulez-vous que les gens qui sont là-bas n'aient pas envie d'aller goûter à ce que vous goûtez ici? Hein? Vous menez des vies de RSA ici. Vous avez 3 mois, 4 mois d'arriéré de loyer. Mais tous les ans, vous allez aux Comores et vous menez une vie magnifique, des villas, hein, des grosses villas. Alors, le problème, c'est qu'en fait, vous mettez comment dire, vous causez des problèmes à ceux qui essaient de vivre normalement en Occident, c'est-à-dire de mener une vie avec un loyer à jour, d'accord, d'avoir un frigo rempli, qui essaie de manger correctement, d'avoir la voiture que vous avez achetée là-bas, que vous conduisez une fois tous les 2 ans, de se payer une voiture avec un petit crédit, hein, parce que souvent c'est un crédit. Hein. Et donc ces gens-là, parce qu'ils veulent mener une vie normale, ils ont du mal à aller construire des grandes villas là-bas, à avoir des grosses voitures là-bas, à aller tous les ans là-bas, à faire des grands mariages là-bas. Parce que la plupart, quand ils font ça, soit ils ont des 50 mensualités de loyer non payées. Je ne dis pas que c'est tous, hein.
Parce qu'il y en a qui gagnent leur vie, bien leur vie ici. Hein. Tant bien pour eux. Mais la majeure partie, je suis désolé, des gens qui sont au RSA ou qui ont des salaires de smicard ou je ne sais quoi, s'ils arrivent à faire ce que j'ai cité là, c'est souvent qu'ici, c'est bonbon. Vous allez dans leur appartement, vous ouvrez l'appartement, déjà les odeurs, c'est quelque chose. Les canapés, voilà, c'est la mort. Les enfants, un morceau de viande tout au dîner. Hein? Un morceau de viande au dîner et c'est des pâtes matin, midi, soir ou frites matin, midi, soir. Même l'argent qui rentre pour les enfants parce que l'autre ne travaille pas, on leur paye quelque chose avec la CAF. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans un mtsango. Et après, on vient dire à l'autre qui essaie d'être correct, mais pourquoi tu rentres pas dans un mtsango? Il faut rentrer dans un mtsango, faire comme les autres. Pourquoi tu viens pas construire ici? Mais non, en fait. Le problème, c'est que les gens qui sont là-bas, vous voyez pas la différence de vie qu'on mène ici, en fait. Et donc, vous mettez dans la tête à ceux qui sont là-bas que il faut qu'ils viennent ici goûter à la chose. Eh ben, ils deviennent des djihadistes méditerranéens. C'est le djihad. Je meurs, ils finissent par intégrer que il n'y a aucune vie là-bas. Soit je meurs, soit je vais en France, mais hors des questions que j'habite ici. Une fois, j'avais vu un gars à moi qui, quand j'étais en vacances au Comores, une fois, le mec, je le croise, je lui dis, ah, salut frère, salut, ça va, tu vas bien, oui, tu vas où? Ah, je vais aller au boulot, un petit narwamba, Aziandabo, tio. Aziandabo, oui. Ah, ok. Et donc, il se trouve que je fais un tour, et je passe là pour prendre un petit quelque chose, une petite boisson et quelque chose. Je le trouve là, il porte une tenue de... C'est comme, je vous donne un exemple, c'est un petit snake, quoi. Vous voyez, il était derrière comment dire, l'accueil, là. Et donc, il avait une tenue de serveur, quoi. Et je discute un peu avec lui. C'est propre l'endroit. Hein. Il est là, il a un salaire. Je discute avec lui. Je lui dis, mais comment tu t'en sors? Il dit, non, mais ça va. Même s'il nous a dit un arbre, mais quand même, j'arrive à payer le loyer. Il vit à Moroni. Hein. J'arrive à payer le loyer. J'arrive à payer les collages des enfants. Ça va. Et voilà, on s'en sort. Je vais essayer d'éviter le hockey là. On s'en sort. Mais bon, en attendant que je trouve une solution pour partir d'ici. En fait, je lui ai dit, mes frères, en fait, ce que tu fais là, c'est ce que tu vas faire à Marseille, en fait. Déjà, si tu arrives à avoir des papiers, parce que si tu arrives en passant par la Méditerranée, que tu arrives à Marseille, il faudrait déjà mettre des années pour avoir des papiers. Ah oui, les papiers, tu vas les avoir par les faiseurs de grands mariages et de grandes maisons. Tu sais, eux, comment ils font? C'est les femmes. La femme est avec un mec, ils font avec son mari ou je sais pas quoi. Ils font un gosse. Ils vont vendre leur grossesse pour 15 000 euros. Et c'est avec ces 15 000 euros là. Hein, vous voyez ce crime? C'est-à-dire que l'enfant ne va pas porter le nom de son père. Et c'est devenu tellement banal. Tellement banal. Personne ne se rend compte de la violence que c'est. De cet enfant qui va grandir avec un nom qui n'est pas le sien parce que sa mère, ses parents voulaient absolument avoir une grande villa là-bas, une villa que même l'enfant n'aura même pas envie, ne cherchera même pas envie d'aller habiter parce que sa vie est ici. Peut-être une fois il va aller là-bas en vacances, mais il s'en fout de cette villa en fait quelque part. Mais égoïstement, ils vont le priver de son véritable nom pour aller réaliser un fantasme de grandeur, de fausse grandeur. C'est terrible. Et donc, mon frère, voilà comment ça va se passer. Tu vas traverser la Méditerranée en espérant que tu arrives vivant. Ok? Parce que vous entendez tous les jours le consul là au Maroc qui annonce tous les 3 mois 4, 3, 6 morts par-ci, 4 morts par-là, 10 morts par-là. Voilà. Si tu arrives, si tu parviens à arriver en Occident, en Europe, ici en France, en vie, il faudra mettre des années pour aller faire un Ukumbi
en négociant avec des parents proxénètes qui voudront bien laisser leur fille aller s'asseoir telle une poupée, hein, telle une poupée dans une salle avec la caisse à côté. Vous avez vu l'image? C'est sale en fait. Quand on regarde bien, tu mets, c'est extraordinaire. Alors quand tu dis ça, il y a des enfoirés qui vont trouver des exemples ailleurs de femmes marocains ou je sais pas quoi qu'on met auxquelles on met des colliers d'argent. Vous voyez? Même ailleurs, hein, même au Maroc, même en Turquie, on fait ça. Hein. Pourquoi vous critiquez notre façon de faire? Bon, c'est pas parce que là-bas il y a une connerie que c'est bien de faire la même connerie, quoi. Donc je dis cette image pourrie d'avoir ta fille là. Les gens, ils ne veulent même pas offrir un cadeau, parce que le cadeau, c'est symbolique. Ils ont ramené des assiettes. La jeune femme va rentrer en ménage. Elle aura peut-être besoin d'assiettes, hein, le couple. Ou, je sais pas, une couette. Ou, allez. Bon, à la limite, ok. Des boucles d'oreilles, à la limite. Une bague. Pourquoi pas? Ok, on continue avec ça. Un cadeau, un vrai, quoi. Mais vous mettez une caisse là, on met l'argent, on met l'argent. C'est très, je sais pas l'image que vous voyez, mais c'est sale en fait. Moi, quand je vois ça, je trouve ça sale. C'est pourri. J'aime pas ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas très classe. Voilà. Donc, si tu arrives ici et que tu trouves des parents proxénètes qui veulent mettre leur poupée de fille dans une chaise et récolter de l'argent pour aller construire une grande villa aux Comores, eh ben, il faudra mettre quelques années au Msirouni pour pouvoir avoir ces 15 000 euros en espérant qu'on ne vienne pas t'entuber comme on a entubé l'autre qui vient crier matin, midi, soir qu'il faut qu'on lui rembourse ses 10 000 euros. Voilà. Et ensuite, il faudra que tu trouves du travail parce qu'aujourd'hui, même les prolétaires français ont du mal à trouver du travail. Donc, il faudrait ensuite que tu trouves du travail. Mais les années que tu vas perdre, mon frère, pour aller faire le même travail, c'est-à-dire aller toucher le SMIC en France avec un loyer aussi qui va réduire le revenu, ce SMIC-là, ben c'est le même boulot que tu fais aux Comores en fait. Quand tu compares. Mais c'est juste que la diaspora a fini avec ça, ce que j'ai décrit ici, à inculquer aux Africains qu'il n'y a aucune perspective qu'en Europe. Même si je n'ignore pas le manque de perspective des jeunes frères. Mais il y a une façon d'émigrer. Il y a une façon d'émigrer. Il y a une façon d'émigrer. D'accord? Moi, c'est comme l'autre qui me disait, ouais, mais j'ai envie de... J'ai dit oui, mais c'est un projet l'émigration. C'est un projet. C'est un projet l'émigration. C'est soit tu as travaillé à l'école, tu as eu le bac, tu as pu avoir une inscription, et là tu vas venir me dire, écoute, regarde si tu as assez de surface pour me faire l'hébergement. Je peux te dire, ok, je t'aide. Parce que il y a un projet. Tu as mené un projet, tu t'es donné. Mais le gars qui a passé son temps au Bangoni, tout d'un coup, il vient, il dit, ouais, j'ai envie de venir en France. Mais le projet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as mené de ton côté dans ce projet d'émigration? Moi, j'ai rien contre l'émigration. De tout temps, les peuples ont toujours émigré. Donc, on va pas dire, on arrête d'émigrer. Mais il y a une façon d'émigrer. Il y a une façon d'émigrer. Voilà. Et puis, là aussi, tu as aussi, dans cette responsabilité de la diaspora, qui influence les parents là-bas. Moi, j'ai vu des parents sénégalais qui poussent leurs enfants, qui leur disent, mais qu'est-ce que tu fous ici encore? Tous tes frères sont partis. Toi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu traînes ici, en fait? Autant il y a des parents là-bas qui essaient de dissuader leurs enfants de prendre des pirogues, autant il y a des parents mercantiles qui poussent leurs enfants en leur disant, tout le monde part, qu'est-ce que tu fous ici? Va te chercher toi aussi. Eh ben, pour montrer que tu es aussi un bonhomme, hein, que tu es un garçon, comme on dit, ben, il faut que tu ailles toi aussi. Il faut que tu ailles prendre la pirogue pour montrer que tu es un garçon. Et puis, il y a aussi cette histoire, il y a un effet de mode. Tout le monde est parti, moi aussi je dois partir. L'autre est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Bon, moi aussi, il faut que je parte. C'est devenu un syndrome. C'est personne. Ta vie n'a aucun sens si tu pars pas comme tous les autres. Comme tous les autres. C'est terrible.
Donc ces images que j'ai vues, je ne pouvais pas ne pas faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de direct. Étant donné que j'ai écrit ce livre, je vous ai dit que c'est un livre. L'idée que j'ai, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est à un moment donné, il y avait des vagues de migrants. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas, dans les années 2010 comme ça. Ils arrivaient, ils mouraient sur les plages d'Espagne avec des touristes qui étaient sur la plage, qui voyaient des corps qui arrivaient comme ça. À un moment donné, il y avait que ça. Donc ça m'a touché. Je me suis dit que le seul apport que je peux faire, c'est peut-être écrire un livre, et j'ai écrit ce roman. Donc quand j'ai vu encore ces images au Maroc, je me suis dit non, il faut que j'intervienne un peu. Ça va rien faire, mais c'est ma façon de dénoncer tout ça. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai un commentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai en commentaire? Donc j'ai réagi au commentaire de Saïd Bakary Mounimkou qui me dit qu'il faut aussi que j'admire les voleurs qui ont tué cette dame en jeunesse de Moutiamoudou. Ben, je reviens, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo au début, je te dis ce qui s'est passé à Moutiamoudou, ce qui s'est passé en Gaziga avec les coupeurs de route. Va voir mon extrait que j'ai fait avec Abdul Malik sur la page de Kariti Diarale. On avait déjà prévu ça en disant qu'un manque de perspective, voilà ce qui va se passer parce que les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. On faisait même un parallèle avec Haïti. Ce qui se passe en Haïti avec les gens qui sont pris en otage, avec des demandes de rançon, va finir par arriver aux Comores parce que nous avons une jeunesse qui devient de plus en plus consumériste, qui a envie de jouir de la vie, qui a envie d'être autonome, qui a envie d'avoir un revenu et sans perspective avec ce mondialisme. Ok? Je prenais même l'exemple du rap, avec le verbe que vous entendez dans le rap, où on parle de pistolet, de tuer, de je sais pas quoi, de machin. Cela va finir par arriver aux Comores. Et bim, comme par hasard, voilà, on entend coupeur de route. Ensuite, crime crapulé pour voler je ne sais pas quoi en juin. Et voilà. Je me réjouis pas, mais finalement, je me rends compte que on ne se trompe pas assez d'analyse, même si nos vidéos ne sont pas trop regardées, parce qu'effectivement, on ne parle pas de culte et de religion. Donc, qu'est-ce que je dis? Et pour les Occidentaux, je disais oui. Au moins, hein, je dis que les Occidentaux, quand ils viennent piller chez nous, je n'admire pas leur pillage. Je dis que j'admire le fait que quand ils vont piller, hein, c'est pour assurer un avenir à leur peuple. Parce que quand ils pillent l'uranium du Niger, j'ai pris cet exemple, c'est pour venir alimenter les centrales nucléaires qui sont ici et assurer cette pérennité électrique, l'électricité, ici en France, qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent survivre à une coupure de gaz ou de pétrole de Poutine pendant cette guerre-là. C'est ça que j'admire, c'est-à-dire que ce sont des leaders politiques dans leur crime de pillage en Afrique, mais qui pensent à leur peuple. Donc ça ne veut pas dire que j'admire le pillage. Je dis que je voudrais avoir des leaders politiques africains qui pensent comme ceux-là, comme ces derniers occidentaux, à leur peuple. Voilà ce que je dis. Mais je ne suis pas en train d'admirer le pillage. Le pillage en Afrique, il faut, je sais pas, il faut mettre un peu de complexité dans ce qu'on dit, quoi. Je suis pas en train d'admirer le pillage de l'Afrique. Je le dénonce, même si tu veux t'accaparer, comme tant d'autres, la dénonciation de la France-Afrique ou du pillage de l'Afrique, parce que nous autres, nous osons dire que, avant tout, les premiers responsables, ce ne sont pas les autres, c'est nous. Si nous sommes colonisables, si nous sommes colonisés, c'est parce que nous sommes colonisables. Voilà. Je ne veux pas passer mon temps à dire, c'est les autres, ils vont pas avoir de pitié. Comme je dis la dernière fois, même si tu n'étais pas d'accord avec moi, je dis les grands empires, les plus forts ont toujours pillé les plus faibles. Pour que les plus faibles assurent une sécurité et évitent d'être pillés, eh ben, ils se renforcent pour se défendre. C'est comme ça que le pillage s'arrête. C'est pas par bonté et par valeur humaniste que les plus forts vont arrêter de piller les plus faibles. C'est l'histoire du monde, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Hein?
La Chine était pauvre que certains pays africains jusqu'aux années 45. Mais les Chinois, comme ils s'appellent, l'Empire du Milieu, se sont enfermés sur eux-mêmes. Ils ont bossé. Et même jusqu'à maintenant, ils ne s'ouvrent pas encore au monde parce qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau où ils pourront dire à l'Amérique, maintenant, va te faire foutre. Ils sont encore, ils prennent même pas position dans ces conflits de l'Occident versus l'URSS, la Russie. Parce que la Chine est encore dans une perspective de construction de soi-même pour éviter qu'on vienne le manger. D'accord? Ils se défendent, ils ont appris. Il y a un jour, il y a un Chinois qui disait à un Africain, il disait, mais vous m'avez dit, vous avez été colonisé combien d'années par la France? 30 ans, 40 ans. Et pendant ces années, qu'est-ce que vous avez triché? Qu'est-ce que vous avez appris des Français? Ben rien. Rien. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ok, on a un grand marché. Vous venez. Mais on négocie un transfert de compétences. On vous ouvre le marché chinois, mais à condition. Vous allez construire vos Airbus en Chine avec une main d'œuvre qui va vous coûter moins cher par rapport à la main d'œuvre occidentale, mais la condition, transfert de compétences. Et maintenant, les Chinois construisent des fusées, etc., etc. Parce que les Chinois se sont assis, ils ont dit, on va étudier comment on va faire pour rattraper ces gens-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de crier France-Afrique, visa Balladur, France-Afrique, visa Balladur, France-Afrique, visa Balladur. Vous nous exploitez. Ben oui, mais on est d'accord, on est exploité. On est exploité. On va continuer à pleurer jusqu'à quand? À un moment donné, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir pour pouvoir contourner. Pas brutalement. Il faut être malin en plus. Quand tu es tout faible devant un ogre comme la France, ben, pour te défendre, tu n'as même pas besoin d'aller taper. Parce que parce que tu peux pas tenir. Il faut être malin, négocier par exemple. Ok, Mayotte, vous êtes ici. On va faire comme la Chine et Hong Kong et comment la Chine a récupéré Hong Kong, qui ont négocié avec la Grande-Bretagne sur, je sais pas, c'était sur 100 ans. Eh ben les 100 ans ont fini par passer, ils ont récupéré Hong Kong. On peut dire à la France, ok, on va arrêter tout ça. On va vous donner Mayotte, c'est une idée. Hein. On va vous donner Mayotte. Ok, on va s'ouvrir nos frontières, personne ne viendra. Mais on signe un accord. On se dit d'ici 100 ans, vous nous rendez Mayotte. D'ici 100 ans, vous nous rendez Mayotte. Ok? Voilà, c'est une façon pour un peuple, un pays faible en matière de puissance vis-à-vis d'une puissance comme ça, de trouver un moyen de contourner le problème peut-être pour récupérer quelque chose. D'accord? Donc, quand on est dominé, il faut s'asseoir et être malin, surtout quand on est petit comme nous. Comment on fait pour s'en sortir? Comment? Mais on passer son temps à crier visa Balladur, France-Afrique, visa Balladur, France-Afrique. Mais ça va changer quoi? Mais on est d'accord qu'il y a visa Balladur. Qu'on a été colonisé, qu'ils nous colonisent encore, que c'est chez nous à Mayotte. Mais alors, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi je t'ai répondu, cette Bakar. Même si tu dis, frère, la noblesse d'une cause ne tolère pas les moyens injustes. Sur ce point, on sera jamais d'accord. Mais tu me parles de quoi là? J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris de quoi tu me parles. Alors, oublie pas les pommes de terre. Ah, les pommes de terre. Alors, non, on étudie comment bien savourer. Bon, alors, je vois pas d'autres commentaires. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, est-ce que quelqu'un a fait une remarque sur ce que je disais sur Taki quand je disais que c'est un traditionnaliste? Parce que je vois Mistory qui n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a un argument pour contredire ce que j'ai dit? Non, je vois pas d'argument. Peut-être ça sera un commentaire après. Voilà. Donc
Ah, je vais rajouter un truc. Il y a aussi j'ai entendu une fois un parent qui disait, moi mon enfant je m'en fous qu'il devienne bandit là-bas en Occident, il peut être voleur. Il faut qu'il soit avec les mères, qu'il vole ces occidentaux, qui volent ces Français qui viennent construire ici. Ouais, vous entendez des discours comme ça? J'ai entendu un père qui disait ça. Un père qui disait ça. C'est-à-dire on est devenu une société mercantile. Une société mercantile. Bon bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Salut.